Bonsoir à tous, vous regardez BBC Info, voici les titres de ce journal. Week-end meurtrier en Chine où le bilan du coronavirus est monté à 360 morts avec plus de 17 000 cas recensés. Un service religieux tourne au cauchemar en Tanzanie, 20 personnes meurent piétinées dans une bousculade. Et enfin, on compostera notre billet dans le TGV marocain, 2 ans après sa mise en route, le premier du genre sur le continent. Le premier cas africain de coronavirus a été recensé ce lundi à Yangtze, en Chine, où un étudiant camerounais a été transféré d'urgence à l'hôpital. Kemsenou Pavel Dari, âgé de 21 ans, est toutefois dans un état stable. Mais cette nouvelle vient poser des questions sur le sort des quelques 300 Camerounais présents en Chine. Ce lundi, un nouveau bilan parle de 360 morts et 17 000 contaminations, mettant notamment en danger l'économie chinoise. À sa réouverture, la bourse chinoise était en berne, affichant un gros manque à gagner pour les entreprises chinoises. Nicolas Négos. Un homme est reçu à l'hôpital, effrayé et sanglotant. On lui demande ce qui se passe. Mon père est mort, répond-il. À l'extérieur de l'hôpital, on compte déjà 8 sacs mortuaires. Et ici, un passant filme à travers le service. Ces images non vérifiées montrent une ville et un système de santé débordés par les événements. Ning-Xing Su, en visite à Wuhan depuis les États-Unis, dit que ses proches malades ne peuvent même pas entrer à l'hôpital. Le personnel de l'hôpital leur a dit qu'ils ne pouvaient pas être testés. Je pense que c'est à cause d'un problème de capacité. Cela suggère donc, d'après votre expérience, qu'il est fort probable que le nombre réel de personnes infectées pourrait être beaucoup plus élevé que ce que les chiffres officiels suggèrent. Je pense que oui, soit beaucoup de gens choisissent de ne pas aller à l'hôpital, soit ils veulent se faire tester officiellement, mais ils n'en sont pas capables. Ces images semblent montrer un corps exfiltré, non pas d'un hôpital, mais d'une maison. Alors que la Chine tente de montrer au monde qu'elle peut faire face, notamment en construisant un hôpital seulement en 10 jours, il devient évident que l'on aurait pu faire plus tôt. Ce médecin a été l'un des premiers à détecter les signes du nouveau virus. Mais ses publications en ligne ont été censurées et la police lui a fait signer des aveux ainsi que 7 autres personnes pour avoir répandu des rumeurs. Un mois plus tard, c'est toute l'économie du géant chinois qui est paralysée. La qualité des soins de santé publique dépend de la transparence et de la publication d'informations en temps utile, précisément ce qui fait défaut dans un pays aussi contrôlé que la Chine. Les rues vides de Pékin montrent l'impact d'un système qui a contribué à transformer une crise locale en une urgence nationale. Et on rejoint justement à présent en direct depuis Pékin Christelle Ndayambaya. Vous êtes journaliste congolaise basée en Chine depuis 5 ans. Christelle, on a pu voir dans ce reportage une situation de panique, des rues vides. Quelle est la situation à Pékin et en Chine ? Effectivement, Nicolas, comme vous l'avez dit, la situation est telle qu'elle. C'est la panique, c'est la psychose. Les populations ont surtout peur de ce chiffre croissant de nombre de victimes, mais aussi de décès. Ils ont peur d'aller dehors pour chercher les besoins de première nécessité parce que, avec une peur constante d'attraper le virus, bien qu'on ait interdit aux populations de ne pas sortir, de ne pas bouger, on autorise maintenant dans certaines villes à une seule personne de la famille, tous les 2 jours, de se rendre à l'extérieur pour pouvoir aller acheter les besoins de première nécessité. À part ça, bien sûr, il y a aussi cette sensation de manque de liberté. Les populations vivent dans les maisons cloîtrées, elles ne sortent pas. Donc, c'est tout cet ensemble qui cause la psychose et la peur. Christelle, on parlait en amont d'un cas pour un Camerounais. Du coup, quelle est la situation sur place au sein de la communauté africaine qui est, on le sait, très présente en Chine ? Effectivement, elle est très présente, cette communauté africaine.
Les ambassades, bien sûr, ont pu saisir cette situation. Elles ne sont pas restées les bras croisés. La plupart des ambassades sont en contact avec leurs ressortissants qui se trouvent dans les villes les plus affectées, comme Wuhan, Beijing ou bien Shanghai. Et ils font de leur mieux pour pouvoir aider ces populations. L'exemple du Sénégal, l'ambassade du Sénégal a pu soutenir ses compatriotes qui sont dans la ville de Wuhan par des moyens financiers, leur donnant quelque chose pour pouvoir tenir en attendant que d'autres moyens puissent venir s'ajouter. Mais est-ce qu'il va y avoir des extraditions? Sont-elles prêtes? Sont-elles en place? Vont-elles arriver? Ou est-ce qu'au final, ces ressortissants africains, on a parlé des 300 Camerounais, est-ce qu'au final, ils vont devoir rester en Chine le temps que tout cela se calme? Concernant les ressortissants des pays africains, pour l'instant, c'est le Maghreb qui est premier parmi l'expatriation de ses citoyens. Le Maroc s'est allié avec la Mauritanie et notre pays pour pouvoir ensemble prendre leurs ressortissants et les ramener chez eux. On a appris aussi que l'Égypte a pu sortir hier plus de 300 expatriés qui étaient dans la ville de Wuhan. Il y a des pays qui font des efforts. Il y en a qui sont vraiment déjà partis, qui ont déjà lancé cette procédure d'expatriation. Mais concernant l'Afrique subsaharienne, il y a encore des choses à faire et jusqu'au moment où on vous parle, aucun pays de l'Afrique noire n'a encore pu quitter la Chine. Ils sont tous là. Certaines ambassades les aident juste avec des moyens financiers, mais pour les expatriations, c'est l'Afrique du Nord qui est en tête de liste pour l'instant. D'accord, Christelle Ndaya, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Vous étiez en direct pour nous depuis Pékin. Merci. Partons à présent en Tanzanie, où ce qui devait être un rituel de guérison s'est transformé en une bousculade, causant la mort de 20 personnes samedi. En cause, l'appel d'un pasteur, Boniface Mwaposa, à aller toucher, je cite, une huile bénie versée sur le sol. Celui qui se surnomme l'apôtre a d'ailleurs pris la fuite avant d'être arrêté. Les explications de Myriam Lawari. Cela devait être un moment de recueillement, de prière. Mais c'est une scène d'horreur et de chaos qui a pris place. Ce sont 20 personnes, y compris des enfants, qui ont perdu la vie dans une bousculade lors d'un service religieux. Les fidèles s'étaient précipités pour toucher de l'huile sainte versée sur le sol par le prédicateur Boniface Mwaposa, surnommé l'apôtre. Quand on a quitté le terrain après les sermons, il nous a conseillé de marcher dans l'huile qui avait été versée près du portail, dans le cadre de la bénédiction. Comme il y avait beaucoup de monde, beaucoup de gens sont tombés, surtout parmi les plus jeunes. Ils ont été piétinés par les autres. En Tanzanie, le phénomène des pasteurs de l'évangile de la prospérité a le vent en poupe. Derrière les promesses de remèdes miracles, les règles de sécurité sont souvent ignorées. En tant que gouvernement de ce pays, nous prendrons des mesures strictes à son encontre. Cela nous attriste de voir le nombre énorme de personnes qu'il a réussi à rassembler dans un endroit aussi petit. Le pire étant quand il leur a donné l'instruction de faire des choses sans se soucier de leur sécurité. C'est sa première responsabilité d'assurer la sécurité de ces personnes. Nous veillerons à ce qu'ils soient tenus responsables de cette grande perte. Le président John Magufuli a exprimé sa tristesse et le chef de la police tanzanienne a annoncé qu'une enquête était en cours. Et un autre pasteur est face aux critiques. En RDC, ultra populaire, Pasteur Moïse, comme il est surnommé, fait l'objet d'une plainte pour viol et des rumeurs de sextape circulent à son égard. À Kinshasa, l'univers très lucratif des églises évangéliques dites de réveil est donc agité par cette affaire de mœurs présumées. Ses fidèles font bloc et soutiennent celui qui récolte des millions de vues à chaque fois qu'il chante ses louanges au Seigneur sur YouTube. Le parquet de Kinshasa a confirmé également une autre plainte pour diffusion sur les réseaux sociaux d'images obscènes portant atteinte à la dignité de la plaignante. Je vous propose d'écouter l'avocat de la plaignante. Le monsieur Moïse Mbié a, n'est-ce pas, commis des actes poussant à ma cliente de déposer plainte pour viol, avortement, menace de mort et atteinte à la pudeur. Donc ce sont des faits qui se sont passés
à l'âge de 17 ans. Donc, ma cliente étant mineure, a été poussée, n'est-ce pas, à commettre cet acte. Nous pensons que la phase préjudicielle, si elle ne donne pas satisfaction, nous évoluerons avec ces dossiers jusqu'au tribunal, jusqu'à ce que la dernière vérité et la dernière décision soient dites. Pour le grand angle de ce BBC Info, à présent, prenons un billet pour le Maroc, où les célèbres souks de la Médina cohabitent parfaitement avec le monde moderne et notamment les trains. En 2018, le pays avait lancé son premier TGV, une première pour le Maroc, mais aussi pour le continent africain. Et Nora Fakim est montée dedans pour BBC Info. El Borak, littéralement cheval avec des ailes, porte bien son nom. La vitesse de ce tout nouveau train peut grimper très vite. Je suis à bord du premier TGV d'Afrique roulant à 320 km/h et en ce moment même, nous nous dirigeons vers Tanger. L'objectif est de réduire de moitié les temps de trajet entre la capitale économique Casablanca et le pôle industriel marocain de Tanger. La ville abrite également le plus grand port de la Méditerranée et d'Afrique. C'est la raison pour laquelle le TGV a été construit, contribuer à la dynamisation du commerce et des affaires internationales. L'avenir appartient à l'Afrique. C'est pourquoi je pense qu'il y a une énorme opportunité pour des pays comme le Maroc de se développer, dans l'intérêt bien sûr des Marocains, mais aussi des entreprises. Nous voulons utiliser le port de Tanger comme notre port d'entrée sur le continent africain. Le TGV est exploité par l'ONCF, le service ferroviaire du Maroc. Selon le gouvernement, c'est un projet qui fait briller l'Afrique. El Borak a coûté près de 2 milliards de dollars. 50% des fonds provenaient de la France et le reste d'Arabie Saoudite, du Koweït et des Émirats Arabes Unis. Le billet de TGV coûte environ 10 dollars de plus qu'un train ordinaire, mais cela en vaut-il la peine ? Je prends le TGV surtout parce que c'est plus rapide. C'est la moitié du temps habituel du trajet Casablanca-Tanger. Mais c'est aussi parce que c'est abordable. C'est un prix très raisonnable. Je pense que ça vaut le coup. C'est très rapide, on peut aller sur la même journée et revenir. Et en plus, c'est pas cher. Parce qu'on paye trois fois moins cher que le prix d'Europe. Oui, pour le moment, les Marocains pensent que le TGV, c'est un moyen de transport pour les élites. Surtout si on prend les billets par Internet. Mais la plupart des Marocains ne savent pas comment prendre les billets par Internet. C'est un bon investissement car ça fait avancer le Maroc. C'est important d'apprécier des projets comme ceux-là. Le TGV a été critiqué pour être un projet trop ambitieux. Mais malgré tout, l'ONCF compte bien étendre ses lignes au reste du pays. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football a voté le non-renouvellement du mandat de la secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura, qui réalisait un audit avec des experts dans les comptes de la CAF depuis août. La Sénégalaise a proposé certains changements pour, je cite, « projeter l'Afrique à la tête de l'échiquier mondial du football ». Cette grande réunion de la CAF a également accepté d'analyser une proposition du président de la FIFA, Gianni Infantino, visant à ce que la Coupe d'Afrique des Nations ait lieu tous les 4 ans au lieu de 2, ainsi que la création d'une Super League regroupant les 20 meilleures équipes du continent dans un même championnat. Football toujours, car en Première Ligue, Tottenham a réalisé le coup du week-end en l'emportant 2-0 face à Manchester City. Et quelle soirée pour le néerlandais Steven Bergwijn, qui pour sa grande première avec les Spurs a marqué les esprits en ouvrant le score d'une frappe sublime. Heung-min Son a ensuite assuré la victoire et les Gunners d'Arsenal, par contre, n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul sur la pelouse de Burnley. Et enfin, un mot de tennis, car après sa victoire à l'Open d'Australie ce dimanche, Novak Djokovic est redevenu numéro 1 mondial. Le Serbe détrône ainsi l'Espagnol Rafael Nadal. Djokovic a eu le meilleur ce dimanche sur l'Autrichien Dominic Thiem, au terme d'une bataille acharnée en 5-7, remportant ainsi son 8e titre ici à Melbourne. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, notamment au Cameroun sur Canal 2 International. Bonne soirée à tous et à demain.